et tout le monde. Donc merci pour l'invitation. C'est une audience assez impressionnante, je dois dire. Donc, vous n'avez pas prévenu du nombre qu'il y a, donc je dois gérer les attentes. Il y a eu beaucoup de messages. Il est certain que tous les messages que vous avez dit sont reçus, la majorité en décodé, et on est certainement là pour travailler. Lenteur administrative et autres sont des sujets au quotidien. En parlant de partenariat, donc public-privé, il y a beaucoup de privés, il y a des publics ici, il y a peu d'institutions sous tutelle, il y a le ministère qui a représenté plusieurs institutions sous tutelle. Je vois que je salue tout le monde. Et je salue donc encore une fois tous ceux qui sont là, qui ont pris la peine de venir pour cette matinée, un sujet très important. Je sais que tu as essayé depuis quelques temps d'avoir cette réunion, mais c'est vrai que le calendrier de tout le monde est chargé au niveau du gouvernement, et quand il touche le gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire au quotidien. Et donc, on concentre sur le monde manufacturier aujourd'hui, surtout dans le secteur de l'énergie. Si vous voulez parler de mines, les phosphates, on peut le faire également, mais je pense que ce sera un peu plus fois. Mais ceci dit, je serai ouvert à toute question. Mais en parlant de PPP, encore une fois, je pensais, parce qu'on parle beaucoup des pactes sectoriels aujourd'hui au niveau du gouvernement, notre chef du gouvernement y tient beaucoup, et nous avons vu déjà des exemples de réussite, si ce n'est avec le secteur du textile habillement. Donc peut-être qu'on devrait parler d'un pacte sectoriel avec l'énergie présente dans le secteur. Donc c'est une invitation à y travailler, et donc la balle est dans votre camp. On peut certainement faire quelque chose au niveau du secteur de l'énergie en termes de pacte sectoriel avec des objectifs et des KPIs ensemble. Mesdames et messieurs, j'éprouve donc certainement un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce débat sur le thème stratégie et développement du secteur de l'énergie. Je remercie bien sûr le Conseil des chambres mixtes de Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-britannique pour cette initiative, et bien sûr pour le choix d'un sujet extrêmement pertinent pour l'avenir de la Tunisie. Je pense que ça fait à peu près un an, on avait parlé de l'industrie, très légèrement. Le temps passe très vite, maintenant surtout, maintenant on dirait 10 ans en fait. Mesdames et messieurs, nous vivons en état d'urgence énergétique. En 2009, notre taux d'indépendance énergétique était de 93%, et il n'est plus aujourd'hui que de 49%. Environ 50% des besoins sont importés. Et il y a une autre statistique que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a à peine une trentaine d'années, 50% de nos exportations étaient de revenus pétroliers. Et dans le temps, donc, pour certains qui me connaissent, je rappelle cette anecdote. Donc, quand j'étais à l'ISG, j'ai commencé à l'ISG avant d'aller aux États-Unis pour un PhD plus tard, mais à l'ISG, avait une prof de développement économique. Dans ce bel amphi, il y avait un seul amphi. En même temps, il y avait l'IHEC et l'ISG. Ça remonte à une centaine d'années. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'écoles de commerce, etc. Ça a bougé. Mais sur le tableau, ce professeur, c'est une belge, je me rappelle du nom, il y a certaines personnes qui me marquent dans la vie. Il était, depuis le premier jour du cours, il était 50 égale 0. Et on n'avait pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à la fin du semestre, quand il avait dit que ces 50% qui représentent 50% d'exportation aujourd'hui en revenus pétroliers, ça va aller vers 0 dans pas très longtemps. Et il y a des gens visionnaires qui comprennent un petit peu l'avenir, un petit bout de cristal, et il avait raison. Donc aujourd'hui, 90% de nos exportations sont de l'industrie manufacturière. C'est une bonne chose, bien sûr, on est diversifié notre économie, qui est de l'aéronautique, des composants auto, etc., etc. Mais nous ne sommes plus net exportateurs, nous sommes un net importateur. Donc c'est pour revenir aux statistiques, donc nous sommes à environ 50% maintenant de déficit énergétique. Ça impacte beaucoup de choses, parce que c'est aussi environ 50% de notre déficit budgétaire. Le déficit budgétaire l'année dernière, dans les 4,8%, environ 50%, c'est les subventions, 2700 millions de dinars de subventions au secteur énergétique. Pareil pour cette année, on a réservé 2100 millions de dinars dans le finance de 2019, et c'est également environ 50% du déficit budgétaire prévu de 3,9%. Donc ce déficit en général impacte directement notre budget, notre balance commerciale, et handicape l'économie du pays et les finances du pays.
Donc, face à cette urgence, le gouvernement a fait de la transition énergétique du pays une priorité absolue. Ce n'est pas un luxe, c'est une obligation, c'est must do. C'est pour cela que nous avons décidé d'augmenter la part des énergies renouvelables à hauteur de 30% de notre mix énergétique d'ici 2030. C'est un message qu'on a répété depuis plusieurs mois, mais sur lequel on travaille. Ça paraissait très ambitieux il y a environ 18 mois, mais aujourd'hui, certainement avec la cadence qu'on a vue depuis le dernier mois, nous pensons que les 30% peuvent facilement être atteints d'ici 2030. Il y a d'autres pays, bien sûr, qui sont à 100% aujourd'hui de mix énergétique green, donc avec l'énergie renouvelable, Portugal, Costa Rica, etc. Il y a plusieurs pays qui ont évolué vers des niveaux extraordinaires et il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas la même chose. C'est mieux pour l'environnement en tout cas, c'est là où le monde va. Les automobiles d'ici 10, 15, 20, 30 ans, ça sera plutôt électrique, donc on va évoluer vers ça. Donc il s'agit d'un investissement massif d'une capacité totale de 3500 MW qui ne se fera pas uniquement avec le financement de l'État, heureusement d'ailleurs, mais avec un véritable PPP, partenariat public-privé, que cela soit dans le cadre des concessions, autorisations ou en encourageant l'autoproduction. Et ça, c'est un sujet également qui prend en fait de l'intérêt avec le secteur privé, avec l'institution politique. Donc nous sommes en train de travailler beaucoup sur l'aspect autoproduction. Nous avons vu des entreprises qui y sont déjà, en parlant de visite sur terrain. Donc, l'une qui nous a marqué avec notre chef de gouvernement il y a environ un mois, c'est la visite d'un leader du secteur textile d'habillement, Tubuletex, une entreprise italienne et qui fabrique des marques mondiales et qui a installé environ 2 MW pour eux seuls. Donc, c'est une chose qu'on peut encourager dans l'autoproduction également. Ce n'est pas des dimensions énormes, mais 1 et 2 MW ici et là, c'est pas mal, parce qu'il y a déjà environ 5400 entreprises industrielles qui emploient 10 ou plus, donc si chacun s'y met, je pense que ça peut faire de grands nombres. Donc, mesdames et messieurs, en parallèle, nous devons agir pour arrêter le déclin de notre production d'hydrocarbures, qui n'a pas commencé juste depuis 2010 d'ailleurs. Donc, j'ai eu des réunions régulières avec beaucoup de monde, mais on sait que le déclin au niveau de la production des hydrocarbures a commencé il y a quelques temps. J'ai parlé d'anecdotes tout à l'heure de 54 euros. Donc déjà depuis les années 80, ça a commencé le déclin a commencé déjà. Mais c'est accéléré, donc il y a du positif, il y a un turnaround dans le secteur. On y travaille certainement. Donc il y aura 13 nouveaux puits d'exploration et de développement en 2019, contre seulement 7 en 2018 et 2 en 2017. Donc, si on parle de pourcentage, il y a des croissances extraordinaires. Mais en termes absolus, c'est certain qu'aller de 2 à 7 à 13, c'est la bonne direction. Et on a besoin de faire plus. Et comme je le répète toujours, lorsqu'on parle de E&P en général, les entreprises de E&P, Exploration and Production, s'il n'y a pas de I, il n'y a pas de P. Donc, on doit faire le I d'abord pour pouvoir aspirer au P. Et en plus, c'est pas tout le temps qu'on creuse en train de pétrole. Peut-être dans quelques pays du Golfe, mais pas en Tunisie, certainement. Donc il y a des risques à prendre. Je dois encore une fois renouveler nos investissements et valoriser l'investissement qui va dans l'exploration et la recherche, parce que c'est pas tout, le return n'est pas garanti. Et on doit parler beaucoup de ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de populisme parfois, les investisseurs étrangers, etc. On ne peut que les accueillir, les encourager, parce que c'est des grands montants à investir. 3, 4, 5 pays pour pouvoir réaliser un return on investment en dollars ou en euros. Donc, nous travaillons ainsi à lever les incertitudes que connaît le secteur. Le projet de régularisation du permis de gauche de Khadra, très important, ENI, c'est important pour nous, pour l'État, oui, l'État. Heureusement. Un part de la réalisation du permis de gauche de Khadra qui demande à l'AFP pour approbation. Et ces choses-là ne se passent pas du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de travail en fait, au niveau des cadres du ministère, des cadres de l'État, beaucoup de monde qui s'y est mis avec des moyens très limités. Les moyens de capital humain est le principal capital que nous avons.
Mais ce que nous avons, on doit le valoriser. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire, certainement en termes d'heures passées. Ce n'est pas les heures que nous connaissons dans l'administration en général. C'est des heures de la City, en fait. Nous vivons avec beaucoup de nos collègues au ministère et aux entreprises sous-tutelle. Donc, il y a beaucoup de travail qui est devant l'ARP maintenant. Il y a 6 autres projets qui suivront avant la fin de ce mois, ou à mars, donc d'ici la semaine prochaine, et 5 encore le mois suivant. Et je parle de tout ceci parce qu'il faut relativiser les choses et voir ce qui s'est passé, ça a été fait en 2016, 17, 18 et 19. Donc nous ne pouvons qu'être encouragés par la cadence et l'accélération à traiter les dossiers. Ce qui est certain, c'est dans notre intérêt. We have a vested interest, nous, Tunisie, pour aller de l'avant avec tous ces dossiers-là. Et c'est un travail collectif et collaboratif. Donc, bien sûr, il y a le côté exécutif, gouvernemental, ministère, et le côté législatif, l'ARP. Et donc, on se rencontre tous les deux pour avancer avec ces dossiers-là. Et donc, je veux également saluer la commission d'énergie des lignes de dossiers au niveau de l'ARP, qui sont vraiment coopératifs et sont en train de travailler de façon très collaborative avec nous pour avancer sur ces dossiers-là. Le secteur a aussi besoin de nouveaux cadres légaux, adaptés aux nouvelles réalités de notre monde, tout en étant compatible avec l'article 13 de notre Constitution. Il a changé beaucoup de choses. Donc pour cela, nous travaillons à la refonte de notre code des hydrocarbures pour créer un nouveau cadre qui encourage la prospection et l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays tout en protégeant ses intérêts. Le code des hydrocarbures de 1999, chaque chose évolue et on doit évoluer également, on doit être compétitif, on doit être en level playing field, comme on dit en anglo-saxon, pour attirer ces capitaux étrangers, pour attirer les investisseurs étrangers. Donc on doit simplifier les choses, faciliter les choses et clarifier les choses pour que tout le monde sache les visibilités au niveau du secteur. Et c'est pour ça donc la refonte du code des hydrocarbures, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et il y a encore plus de travail qui est en train d'être fait au quotidien sur ce plan-là. Je suis toute la task force, il y a une task force qui travaille dessus depuis plusieurs mois, et on avance sur ce sujet. L'avenir du secteur, c'est aussi la recherche et la formation. Nous prévoyons de créer le premier centre tunisien de formation sectorielle dans les métiers pétroliers, de l'avant et de l'aval, upstream et downstream. Ce sera le fruit d'un partenariat public-privé et aura pour ambition de devenir un pôle d'excellence régionale dans son domaine. Ce n'est pas quelque chose dont on a parlé beaucoup, mais on veut en parler maintenant parce que qui n'avance pas en plus, on doit avancer, on doit parler pour avancer sur ces sujets-là. On invite tout le monde à s'y mettre également pour réaliser ce centre de formation. Parce que la compétence est importante, le training, la formation continue sont importants. Encore une fois, notre principal capital en Tunisie, c'est le capital humain. C'est vrai que nous avons des ressources naturelles, heureusement d'ailleurs. On doit être reconnaissant, certains n'en ont pas du tout. Donc nous avons beaucoup d'atouts en Tunisie qu'on doit valoriser beaucoup mieux. Entre autres, les 300 km de côte. C'est pas tout le monde qui a accès à la première déterminée de cette façon-là. Mais donc il y a du offshore, le potentiel de offshore est énorme. Et bien sûr, donc, quand on parle de 162 000 km, c'est grand, c'est petit, c'est certainement plus grand que la Belgique. Parce que la taille qui est établie en termes de gouvernorat, c'est la taille de la Belgique, qui est X fois notre économie. Donc ce n'est pas une question de taille nécessairement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des ressources naturelles. Il y a eu un moment où tout le monde parlait de où est le pétrole, Il y a du pétrole et du gaz, on exploite le savent, et nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc il y a des champs qui étaient moins que marginaux il y a une vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, nous savons beaucoup de les exploiter, et c'est là où l'importance est d'attirer tous les investisseurs. Bien sûr, les majors sont bien, les ennemis de ce monde Total, Shell, etc. Mais le tier 2, tier 3, tier 4, tout le monde est bienvenu. Il faut une diversité d'investisseurs parce que chacun a ses priorités. Donc il y a beaucoup de champs qui étaient marginaux, qui sont moins aujourd'hui, qui sont exploitables. Mais à part ça, avec la nouvelle technologie, il y a des choses à découvrir en Tunisie. Donc il faudra aussi profiter de l'évaluation environnementale stratégique sur les ressources non conventionnelles, comme tu l'as dit, pour avoir un vrai débat, sans préjuger a priori. Il n'y
Et a priori, il n'y a pas de sujet tabou sur l'exploitation de ces ressources telles que le gaz de schiste et d'autres, parce qu'apparemment, quand on revoit les choses sur les 8 dernières années, ça n'a peut-être pas été bien traité sur le plan communication, explication, mais ça a été un game changer. Ça a changé la donne complètement pour des pays comme le Canada et les États-Unis. Bien sûr, le Canada, les États-Unis, aujourd'hui, les chiffres sont extraordinaires grâce donc, au gaz de schiste. Donc, il faut en parler, il faut voir les avantages et les inconvénients et où ça peut être fait. Ce qui est certain, c'est que nous en avons, pas autant que l'Algérie, encore une fois, beaucoup plus que nous, sur toutes ressources naturelles confondues, énergie. Mais en termes de gaz de schiste, il y en a surtout dans l'environnement Tataouine, et pourquoi pas donc, en parler et voir au moins ça, au moins en parler et voir les pros and cons. Mais à part ça, donc le conventionnel, il est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire, pas nécessairement dans le gouvernement Tataouine, c'est le gouvernement Conakry, etc. Il y a du potentiel à exploiter. Donc, mesdames et messieurs, nous devons mieux produire. D'abord, nous devons travailler, en général en tant que pays. Nous devons mieux produire différemment, mais aussi mieux consommer l'énergie que nous produisons. Améliorer notre efficience est notre impératif pour assurer notre sécurité énergétique. On doit saluer le cadre de l'ANE que je vois, dont ce sujet est principal pour eux. Donc, l'ANE, depuis 1985, il y a des institutions qui existent depuis des décennies et des décennies. Encore une fois, on doit valoriser, c'est les fondations de ce pays-là. En 60 ans, la Tunisie a réussi beaucoup de choses, entre autres, bâtir des institutions. C'est ce qui a fait la différence, en fait, comparé à d'autres pays. Donc la Tunisie a été pionnière dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, et nous continuerons nos investissements pour faire baisser notre consommation de 30% par rapport aux projections de besoins d'ici 2030. Plusieurs actions concrètes sont actuellement en cours, comme le remplacement des appareils énergivores, l'amélioration d'isolation thermique de milliers de foyers défavorisés en Tunisie. Une phase pilote est en cours à Tozeur. Ceux qui nous suivent, l'événement d'octobre à Tozeur était excellent. Donc l'État donnera aussi l'exemple avec le projet d'équiper les toits des bâtiments publics en panneaux photovoltaïques. Pour parler de Tozeur, gouvernera pilote pour ce projet-là d'autosuffisance en énergie renouvelable. La demande pour Tozeur est d'environ 60 MW. Nous sommes donc sur un plan de production de 70 MW, avec 20 MW à travers la STEG. Nous avons visité la station de la STEG, 10 MW en mai, ça devait être fait la fin de l'année dernière, ensuite retard en février. Aucun retard n'est plus acceptable, donc ça doit être fait en mai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Et la deuxième tranche de 10 MW, dans le deuxième semestre, et les 50 MW, c'est en PPP. Donc, et on voudrait certainement répliquer l'exemple de Tozeur. Il y a toujours un début à tout. Et on voudrait répliquer ceci, tout ça pour les vingtaines de gouvernements à Guyane, pour qu'on soit autosuffisant en énergie renouvelable. Et dans le cas de Tozeur, bien sûr, c'est le solaire. Donc, on parle du solaire ou de l'éolien. Et heureusement, encore une fois, nous avons beaucoup de solaire en Tunisie. On doit en profiter. Il y a d'autres sources d'énergie renouvelable dont on ne parle pas nécessairement pour l'instant. Il y a du biogas, biomasse, etc. Pour l'instant, c'est surtout le solaire et l'éolien sur lesquels on concentre. Et en termes de classement, le dernier classement de la Banque mondiale sur 133 pays, on est classé à peu près 20e en termes de programme d'énergie renouvelable, 20e sur environ 133 pays, et également environ 20e en termes de programme d'efficacité énergétique. Encore une fois, il y a des choses qui se passent, encourageantes, mais on a l'impression parfois, surtout qu'il y a quelques médias qui cherchent le buzz, l'être humain est influencé par le négatif, il y a des choses qui se passent. Notre programme d'énergie renouvelable est certainement l'un des plus importants au niveau africain. Ça s'est reflété au niveau de la demande. Si on regarde entre les appels d'offres de l'année dernière, sur les 3500 MW, nous avons commencé avec 1000 MW en régime concession. Donc il y a eu une trentaine de demandes au niveau du solaire, 500 solaires, 500 éoliens, une trentaine, ici environ une autre trentaine, donc c'est un grand nombre, c'est des grands engagements dans ce secteur à l'échelle mondiale. Et on a fini par sélectionner 16 à la shortlist initiale pour le solaire 16, pour la shortlist initiale de l'éolien 12,
Encore une fois, c'est beaucoup d'intérêt, c'est très compétitif également en termes d'offres. Et nous avons finalisé dans tout ce qui est PPA et toute la paperasserie la semaine dernière. Encore une fois, c'est des mois et des mois de travail, surtout avec des partenaires comme la AFC ou SFI en français, du groupe de la Banque mondiale, et la BIRD, la Banque européenne de construction et développement, pour mettre en place donc, ces documents. Et c'est pour ça que j'ai dit que les gens sont en train de mettre des heures extraordinaires pour pouvoir avancer et présenter tous ces dossiers-là. Et nous avons commencé par un CCH au début de l'année, on en aura un autre à la fin de ce mois. Donc, encore une fois, c'est, je pense, des indicateurs positifs et encourageants pour le secteur et pour ceux qui sont dans le secteur pour savoir que nous sommes en mode travail, nous sommes en mode d'accélération des délais, d'accélération de la cadence et de la vitesse. Nous avons tout intérêt à réaliser. Les résultats sont plus importants aujourd'hui. Beaucoup disent la natija, absolument. La natija. Tu as dit quelques mots assez intéressants que j'aurais rappelé, même comme il faut rassurer et assurer, absolument. Nous sommes là pour rassurer et assurer. La confiance est importante, la confiance de tout le monde, la confiance du consommateur, la confiance du citoyen, la confiance de l'investisseur, local ou étranger, donc on y travaille. Image is everything, on travaille sur l'image, mais pas que l'image. L'image, le marketing, le branding et tout ça, très important, mais avec ça, il faut qu'il y ait des choses concrètes, et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Et je rappelle encore une fois, donc, tout ça également pour attirer les investisseurs. Le secteur nécessite beaucoup d'argent. Nous sommes dans un monde très concurrentiel, 200 pays environ. Il y a beaucoup de pays africains qui, il y a 30-40 ans, ne parlaient pas d'énergie, mais aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, des découvertes monumentales qui changent la donne dans les game changers. Et c'est le cas pour nous. Donc, pour la Tunisie, donc, au final, ce qu'on veut, c'est une prospérité, un développement économique et social inclusif et durable. Pour ça, il faut concentrer sur l'environnemental, le social et la gouvernance, une meilleure gestion des choses. Et je confirme ce que tu as dit, il faut que tout le monde s'y mette. Bien sûr, il y a une loi maintenant sur la RSE, qui est la dernière initiative du Parlement, de la RP, et surtout de Léla qui est une députée qui croit beaucoup dans ce sujet-là. Donc, avec cette loi, bon, il n'y a pas un chiffre exact. Initialement, ça commençait par un pourcentage de chiffre d'affaires pour les entreprises, et ça concerne tout le monde. Mais je ne peux pas ne pas parler de l'importance du RSE de votre secteur. C'est vrai que les attentes sont énormes, les demandes sont énormes. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'on s'y mette tous. Ça ne peut pas être fait par le gouvernement, c'est pour ça que ça peut être fait par le collectif. L'union fait la force et le secteur, bien sûr, a beaucoup à faire dans ce sens-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tensions sociales, mais les tensions sociales peuvent être faites gérées par la RSE, par de bons programmes RSE. C'est pas juste jeter de l'argent par les fenêtres, c'est pas ça, la responsabilité sociétale. Mais je rajoute environnementale, et la Fédération Textile Habillement parle de responsabilité citoyenne. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une responsabilité à prendre. Nous sommes tous responsables ensemble. C'est là où le PPP est important. Nous sommes là. L'État joue un grand rôle, bien sûr. Notre champion national du secteur est votre partenaire. Mais on compte sur vous, sur votre